Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, dans un meeting tenu à Lubumbashi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a face à la population réitéré sa détermination de revoir la constitution de la République. Occasion pour le chef de l'État de mettre en garde tous ceux qui manipulent la population sur cette proposition. Pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs des deniers publics s'écoulent et font même des déclarations sur les médias comme s'ils en avaient le droit. Tels sont les propos du ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors de la clôture des États généraux de la justice. À la une également, au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sont attendus ce dimanche 17 novembre aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Des élections législatives qui interviennent après la dissolution en septembre du Parlement et 8 mois de cohabitation avec une majorité parlementaire hostile à tout changement. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Dans le cadre de sa visite officielle à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, hier samedi 16 novembre, le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'heure d'un meeting, réitérait sa détermination de revoir la constitution de la République, un message qui a fait réagir sur la toile toutes les couches tant politiques que sociales. Détail dans ce dossier que vous propose la rédaction. Devant une foule immense à la place de la Poste à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas du tout hésité de réitérer sa détermination à revoir la constitution de la République démocratique du Congo, qui pour lui fait face à un danger venu de l'extérieur, soutenu par une complicité interne. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Par la même occasion, Tshisekedi, toujours dans sa démarche de dénoncer, n'a pas caché sa langue en poche et a pris à partie certains leaders politiques et religieux qui, selon lui, manipuleraient la population en ce qui concerne sa volonté de reviser la loi fondamentale du pays. Nous serons présentés à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la religion ou carrément aller au changement de la Constitution. Comme lors de la campagne électorale, Félix Tshisekedi a chauffé à blanc la foule évoquant l'un ou l'autre question d'actualité comme l'augmentation du taux d'échange qu'il a imputé à l'utilisation préférentielle que la population fait du dollar américain. Ces déclarations ont fait enflammer la toile. Opposition et défenseurs de droit ont répondu à Félix Tshisekedi. Pour Délice Sanga, président du parti en voile, cette initiative vise tout simplement le bénéfice personnel du pouvoir en place. Qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel et remet les compteurs à zéro en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent. De même, à Goma, le festival Amani, qui était dans les viseurs des autorités locales, s'est prononcé aussi quant à la révision constitutionnelle. Entre-temps, cette initiative est vulgarisée par le parti au pouvoir UDPS, qui, à travers son président AI et secrétaire général Augustin Kabuya, a lancé des grandes manifestations à travers toute la République. Pour Jean-Claude Katende, justifier la révision ou le changement de la Constitution en s'appuyant sur l'article 217 est seul irresponsable, peut-on affirmer que ceci sera la volonté du peuple congolais. L'avenir nous en dira plus. 5000 participants au lieu de 3500 initialement prévus, 359 recommandations, plus de 10 jours de travaux, ouverture au centre financier de Kinshasa et clôture au palais du peuple, en présence du président de la République. Voilà les quelques chiffres à retenir des états généraux de la justice et qui ont pris fin ce samedi. Constant Mutamba, ministre de la Justice, a insisté auprès de Félix Tshisekedi sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et la création d'un parquet financier. Détail dans cet élément.
Lancé par le chef de l'État au centre financier mercredi 6 novembre, les États généraux de la justice ont tiré leur rideau ce samedi 16 novembre 2024 au Palais du Peuple, toujours par le magistrat suprême. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a félicité la mobilisation qu'il y a eu autour de ces assises qui ont accueilli différentes couches sociales comme jamais connues. Il s'est engagé à mettre en œuvre de recommandations sans état d'âme. Le diagnostic étant posé et le remède étant trouvé, il a lancé un appel à la mobilisation pour une adaptation adéquate aux réformes. Il a promis de donner des directives claires au gouvernement pour déployer tous les moyens nécessaires afin que ces résolutions ne soient pas jetées dans les tiroirs. Il a également rendu ses hommages aux partenaires internationaux et ceux du secteur de la justice qui se sont mobilisés pour appuyer ces États généraux de la justice. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a réitéré ses remerciements au magistrat suprême pour sa présence afin de clôturer ces assises historiques qui resteront gravées dans l'histoire judiciaire de la République. Il a également rendu un hommage vibrant à tous les participants qu'il a qualifiés des héros pour avoir consenti d'énormes sacrifices. Selon lui, ces assises consistaient à poser des diagnostics sans compétence afin de pouvoir dégager une thérapie de choc. Près de 5000 personnes participant venant de la magistrature, de l'avocature, du Saria, des greffiers, des IPJ, de la société civile, des étudiants, des praticiens du droit, tout comme des théoriciens, tous venus de l'intérieur du pays et ainsi que de l'extérieur du pays ont répondu à cette question. Et puis au terme de sa brillante participation aux assises, aux cérémonies des clôtures des États généraux de la justice, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui séjourne actuellement à Kinshasa, annonce de son retour en province la mise sur pied d'une commission provinciale composée de la justice et des acteurs de la société civile pour faire les suivis et des recommandations issues de ces assises. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a rehaussé de sa présence, aux côtés des hautes personnalités du pays, à la cérémonie de clôture des travaux des États généraux de la justice, organisée par le ministère national de la justice et garde des Sceaux, dirigé par Constant Mutamba. C'est en sa qualité du magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement présidé ce samedi la cérémonie de clôture de ces assises, dont il promet d'activer toutes les batteries afin que les recommandations ressorties de ces assises ne souffrent d'aucune faille. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrats suprêmes, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues de cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès. Il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. Avec plus de 4800 participants, issus des différentes composantes du système judiciaire et au moins plus de 300 recommandations formulées, les États généraux de la justice sonnent comme un moment décisif de l'histoire du secteur judiciaire en RDC. C'est en quoi s'est félicité le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, adepte du respect des droits de l'homme. De lutter contre l'injustice, l'impunité qui gangrène le secteur judiciaire. La province du Sud Kivu est affectée par ce problème. Dans les conflits qui émaillent la province, dans les manques de justice, donc la non-provision de la justice éthique et équitable, il y a énormément de problèmes. Les maisons de l'État, les parcelles de l'État sont vendues illégalement. Il y a un certain nombre des acteurs judiciaires qui jouent le rôle. Il y a la surpopulation carcérale. Il y a énormément de défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes très ravis si on a décrété ici, le chef de l'État comme ministre de la Justice, l'impunité zéro face à ces actes. Et dès demain, nous allons mettre en place une commission provinciale composée de la société civile et des acteurs clés pour mettre en application toutes les recommandations qui ont été édictées ici. À la cérémonie de clôture, on a noté la présence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, et le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable professeur
Modeste Batelukwebo. Une insurrection des rebelles à Dieff, à Moubissio, dans les territoires des Lubero, a fait plus de 5 morts et des dégâts matériels. C'est Eli Kambale Kiyonga, activiste de droits humains en territoire de Béni, qui a affirmé cette information. Il était au micro avec Rodrigue Mumbere. Oui, l'information de l'ingression EDF à Lubero, Mangurujipa, route Bandoul, il y en a eu. Le bilan, bien sûr, qui est encore provisoire, fait étant de plus de 5 morts. Oui, nous sommes en train d'espérer que les opérations conjointes vont s'étendre jusqu'à, bien sûr, arroser tous ces contrées-là, puisque à la place où nous sommes, nous encourageons bien sûr les opérations conjointes, puisqu'au moins quand même il y a un résultat palpable partout là où les opérations conjointes sont en train d'être menées. Nous espérons que si les opérations conjointes intensifient les opérations au niveau de Bandoul ou Ekosso, parce que ça soit fait, on pourra avoir la paix. Oui, au ministre des Affaires sociales, il n'a qu'à se fâcher et faire son regard vers le milliers qui sont plus sinistrés. Vous savez, depuis une décennie alors, Beni, aujourd'hui c'est Lubero, Ituri, c'est un millier Londa sinistré. Il y a des dégâts vraiment qui sont lamentables. Et tout ce que nous pouvons prier et recommander au ministre des Affaires sociales, c'est de passer plus son attention vers cette population qui a été longtemps meurtrie, qui n'a pas à manger, qui se déplace, qui n'a pas où dormir. Et donc, cette population condamnant vieux et vieilles, enfants et consorts, en tout cas, au ministre des Affaires sociales de bien vouloir attirer plus son regard ici à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement à territoire de Lubero aujourd'hui, à territoire de Beni, de Mambasa et de Irumu. Lutte contre le VIH-Sida chez les enfants nous amène à la consultation nationale de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la contamination pédiatrique du VIH en RDC. Voilà le thème autour duquel plusieurs professionnels de santé du PNMLS et RACOJ ont suffisamment échangé pour éradiquer cette maladie en RDC d'ici l'horizon 2030. Ils étaient dans cette salle depuis 2 jours. Eux, ce sont les professionnels de santé venus des différentes structures sanitaires grâce à la synergie du RACOJ et PNMLS pour cogiter sur différents moyens à mettre en œuvre pour l'élimination de la contamination pédiatrique du VIH en RDC. Le pays s'est engagé pour que nous puissions éliminer le sida pédiatrique d'ici 2030. Et pour y arriver, il y a des stratégies qui sont mises en place. La première stratégie, c'est nous nous sommes alignés au plan Alliance mondiale. Le plan Alliance mondiale, et nous avons aussi décliné ça en plan national. Nous avons élaboré notre plan national que nous appelons plan Alliance pour l'élimination du sida pédiatrique en RDC. Ce plan-là a été décliné pratiquement en plan provincial. 6 provinces ont aussi rédigé leurs plans provinciaux. Et ces plans, c'est les plans d'élimination du sida pédiatrique dans les provinces, d'abord au niveau national et aussi dans les provinces. Et tout cela, nous sommes partis des analyses. On trouve que non, au niveau de la RDC, il y a 2 thématiques qui tirent encore le pays vers le bas. C'est pratiquement la PTM, donc la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est aussi la prise en charge des enfants qui sont infectés par les VIH. Les lois de la République démocratique du Congo interdisent les dépistages sans consentement, ce qui cause un handicap dans la lutte. Un plaidoyer sera déposé à l'Assemblée nationale pour permettre aux professionnels de santé de bien s'engager dans la lutte de cette maladie. Ces assises se passent aussi en visioconférence pour permettre à ceux qui sont dans différentes provinces de participer et apporter aussi leur apport, car la priorité est d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030 en RDC. Les recommandations de cette conférence seront formulées et transmises aux différentes instances, y compris différents partenaires sectoriels, pour entendre les actions concrètes qui vont permettre à notre pays de mettre fin à cette maladie qui a pris la vie des Congolais et citoyens du monde.
Restons toujours en santé pour parler cette fois de la lutte pour l'élimination du cancer du col utérin en République démocratique du Congo. Un forum s'est ouvert à Kinshasa qui réunit la Banque mondiale et tant d'autres partenaires de la RDC dans le domaine de la santé. Pendant 2 jours, les parties à ces forums ont énormément échangé pour éradiquer cette maladie en République démocratique du Congo. Suivez. Ce forum vient démontrer les efforts de la RDC à limiter l'incidence du cancer du col de l'utérus au sein de la population. Oui, il est possible d'éradiquer cette maladie. Affirmation faite par les directeurs du Centre national de lutte contre les cancers, tout en soulignant l'engagement du gouvernement pour cette cause. Le Centre national de lutte contre les cancers salue donc l'engagement des hauts niveaux des différentes parties prenantes et se tient prête à accompagner nos vaillants dirigeants dans l'implémentation imminente des activités visant la vaccination contre le virus du papillomaire. Les cancers du col de l'utérus chez la femme est évitable, mais surtout curable s'il est détecté tôt. Voilà pourquoi le docteur Polydor Bongani a dans son intervention souligné que, grâce à la gratuité de la maternité, il est possible de procéder à des diagnostics précoces. Dans le cadre du programme de maternité gratuite et de soins prénatals, nous comptons dans les prochains mois prendre l'opportunité de chaque consultation prénatale et postnatale pour non seulement faire un suivi pour les futures mères, mais aussi les transformer en une opportunité pour l'éducation par rapport au risque de cancer du col de l'utérus. Nous comptons aussi instituer le dépistage systématique permettant ainsi de détecter les lésions précancéreuses avant qu'elles ne se développent. Prenant la parole, le ministre de la Santé a invité les experts à ces assises à proposer des solutions encore plus efficientes pour lutter contre ces fléaux et a par ailleurs élevé les vaccins comme l'un des moyens efficaces. La responsabilité que vous avez ici, c'est de dégager le chemin qui va permettre à ce que la RDC arrive à des résultats qui permettent que nos petites filles survivent, que nos mamans survivent. Donc, nous sommes déjà dans le mouvement de la prise en charge de cette maladie. Notez que cette vaccination va non seulement concerner les femmes en âge adulte, mais aussi les filles dont l'âge varie entre 9 et 14 ans. Autre chose dans ce journal, une nouvelle catastrophe guette la population de Mongafula et celle de Selembaou. C'est l'effondrement des terres en une énorme érosion. Les câbles de poteaux voltaïques de la SNEL menacent de lâcher. Dans les prochaines pluies, nous risquerons de déployer d'autres morts, comme ce fut le cas de Matadi Kibala. Les autorités sont appelées à agir en toute urgence avant qu'il ne soit tard. Ouest de la ville de Kinshasa, nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément sur la Rekwado. Comme vous pouvez le constater, un effondrement des terres occasionne une nouvelle érosion. C'était juste le 18 matin. Il y avait une grande pluie qui s'est abattue dans sur toute la ville de Kinshasa. Et il y a eu fissure des collecteurs d'eau qui mènent de l'avenue sur la presse et bypass jusqu'à la rivière Kalam. Et nous avons quand même tenu informé à toutes les autorités à notre niveau. Et c'est ce qui est à la base. Après cette pluie, il y a eu encore une autre pluie qui s'est abattue. Vous constatez qu'il y a des parts de plusieurs maisons déjà englouties dans cette érosion. Plusieurs maisons se sont effondrées dans ces quartiers, laissant plusieurs familles sans abri. Autre catastrophe, c'est l'effondrement de ces pylons de la SNEL qui expose les populations de ces coins au danger, comme celui de Matadi Kibala qui a ôté la vie de plusieurs citoyens. Le responsable de cette société exprime la nécessité d'une urgence face à ces dangers qui peut s'aggraver à tout moment lors des prochaines pluies. La ligne est vraiment menacée. C'est une ligne à double terne, comme on le voit, qui vient de Kimweza, du poste de Kimweza. Et cette ligne alimente 3 postes. C'est Lingwala, Makala et Itesco. Et 50% donc, de la fourniture de Kinshasa, c'est à travers cette ligne ici. Alors ce que nous voyons ici, c'est vraiment un danger imminent. SNEL a déjà informé de toute la hiérarchie pour qu'on puisse intervenir. Nous avons contacté déjà OVD. Nous attendons qu'OVD puisse nous faire une cotation. L'appel est donc lancé au gouvernement d'agir en urgence pour remédier à cette situation qui met en péril les habitants avant qu'il ne soit trop tard.
À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la mort de la sœur religieuse, la bienheureuse Anouarit Enenga Peta, décédée le 1er décembre 1964, la SENCO, à travers un comité national des pilotages de l'année bienheureuse Anouarit 2024, conduit par Monseigneur Donatien Cholet, a organisé une série d'activités dénommées la semaine d'Anouarit le samedi 16 novembre dernier dans la salle Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa, Gombe. Toute une semaine consacrée par des intenses activités de commémoration ou d'hommage à la bienheureuse Anouarit Enenga Peta. Cela est fait en vue d'obtenir une suite escomptée au plaidoyer de Compia auprès du gouvernement de la RDC sur le financement de la construction du sanctuaire dédié à cette dernière dans la province de l'ex-Grande Orientale. Cette activité a été marquée par une présence remarquable des notables politiques ou de la société civile de la Grande Orientale. Présente à cette activité, l'honorable Grace Neema n'a pas manqué de dire sa satisfaction suite à la reconnaissance d'une telle envergure accordée à cette voyante héroïne au nom d'Anouarit Enenga Peta. Pour sensibiliser les Congolais, ici pas seulement aussi la communauté internationale, c'est une valeur ajoutée. Nous voyons sous notre yeux, il y a toujours quelque chose de spécial associé à un endroit, à un milieu. Et pour ici, cette fois-ci, qui se retrouve dans la Grande Orientale, c'est cette basilique qui va représenter notre sœur, qui est vraiment, c'est l'identité en fait de cette dame qui a combattu pour des valeurs qui jusqu'à présent tiennent encore et qui va servir aussi d'un exemple pour les générations à venir. Le comité national de pilotage de l'année bienheureuse Anouarit 2024 tient à aller jusqu'au bout avec son plaidoyer pour que cette héroïne ait un sanctuaire digne de son nom et des valeurs pour lesquelles elle s'est battue jusqu'au sacrifice suprême. Et puis, ce dimanche 17 novembre, plus de 7 millions des Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire 165 représentants à l'Assemblée nationale. Ces élections interviennent après la dissolution en septembre dernier du Parlement et 8 mois de cohabitation avec une majorité parlementaire hostile à tout changement et se déroule dans un contexte marqué par des tensions politiques. 8 mois après la présidentielle qui a porté au pouvoir le président Bassirou Diomaye Faye, les Sénégalais sont aux urnes ce dimanche pour des élections législatives anticipées après la dissolution en septembre dernier du Parlement issu des élections de 2022. Comme lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, plus de 7,3 millions d'électeurs votent les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. L'enjeu principal de ces élections est de savoir si les électeurs vont octroyer la majorité absolue à l'Assemblée nationale au régime incarné par le duo Diomaye-Sonko et dont les moyens de mettre en œuvre leur programme, ou s'ils feront le choix d'équilibrer le pouvoir en donnant une majorité à l'opposition et ouvrir de fait la voie à une cohabitation. Près de 8 mois après sa prise du pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent faire face aux fortes attentes des Sénégalais et aux critiques d'une opposition qui veut imposer une cohabitation à l'exécutif, élu sur base d'un projet souverainiste en rupture totale avec l'ancien régime, jugé dictatorial du président Macky Sall. Le nouveau président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent trouver des réponses urgentes aux questions sociales, notamment une inflation élevée et une pauvreté endémique, le chômage de jeunes, la corruption et la justice sociale. En plus d'un rôle de représentation des citoyens, les députés au Sénégal jouent un rôle important dans la démocratie du pays. Ils ont donc pour mission de voter les lois, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À la une de l'actualité, dans un meeting tenu à Lubumbashi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a face à la population réitéré sa détermination de revoir la constitution de la République. Occasion pour les chefs de l'État de mettre en garde tous ceux qui manipulent la population sur cette proposition.
Pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détournés des deniers publics s'écoulent et font même des déclarations sur les médias comme s'ils en avaient le droit. Tels sont le propos du ministre de la Justice, Constant Moutamba, lors de la clôture des États généraux de la justice. À la une également, au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sont attendus ce dimanche 17 novembre aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Des élections législatives qui interviennent après la dissolution en septembre du Parlement et 8 mois de cohabitation avec une majorité parlementaire hostile à tout changement. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite de nos programmes sur Télé 50 et bon dimanche chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.